Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Monde des Petits Colibris. Je m'appelle Jessica, merci de t'être arrêtée pour écouter ce podcast dédié à la bienveillance et à l'entraide. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, comment surmonter ces blocages pour demander de l'aide. Combien de fois nous nous sommes retrouvés face à des difficultés sans oser demander un coup de main, pensant que nous devions tout affronter seuls. Pourtant, la demande d'aide est une force, pas une faiblesse. Alors, pourquoi est-ce si difficile et que cache cette peur d'être vulnérable? Aujourd'hui, je vais vous guider à travers ces obstacles qui nous empêchent de solliciter l'aide des autres et surtout comment surmonter ces blocages pour mieux vivre ensemble et apprendre à s'épauler. Installez-vous confortablement, c'est parti! Commençons par définir ce que signifie réellement demander de l'aide. Une demande d'aide, c'est le fait de reconnaître que l'on a besoin du soutien ou des compétences de quelqu'un d'autre pour accomplir quelque chose ou surmonter une difficulté. Cela peut être un geste simple, comme demander un conseil ou un service, ou bien une demande plus complexe, comme un accompagnement émotionnel ou financier. Il est important de comprendre que nous ne sommes pas faits pour tout affronter seuls. Notre nature humaine nous pousse à vivre en communauté, à créer des liens d'entraide. Cependant, notre société valorise souvent l'autonomie au point que demander de l'aide peut paraître comme un aveu de faiblesse. Mais en réalité, demander de l'aide, c'est simplement reconnaître nos limites. Comme le disait le philosophe Socrate, le début de la sagesse est la reconnaissance de sa propre ignorance. Apprendre à demander de l'aide, c'est donc faire preuve de sagesse. Pourquoi demander de l'aide est important ? En tant qu'êtres sociaux, l'un des plus grands avantages que nous disposons consiste à pouvoir nous entraider. Néanmoins, certaines personnes ne sont pas capables de demander de l'aide. Il existe de nombreuses raisons à l'origine de ce phénomène. Nous traversons tous, à un moment donné, des moments difficiles ou des circonstances dans lesquelles nous avons besoin de quelqu'un de proche pour qu'il nous donne un coup de main. Cette difficulté, qui peut être motivée par plusieurs raisons, nous bloque le chemin et nous empêche d'avancer. Ainsi, certaines personnes finissent par affronter seules toutes les difficultés. Elles préfèrent parfois échouer que de demander de l'aide. Celui qui a du mal à demander de l'aide finit par se sentir seul. Les personnes ont tendance à s'éloigner. Elles n'arrivent pas à les connaître réellement et cela finit par une énorme frustration. Des mal-être peuvent se manifester par de la dépression, une anxiété importante, des alcoolisations ou l'utilisation d'autres substances, ou encore un comportement alimentaire problématique, des difficultés de sommeil, etc. C'est pourquoi il est important de savoir que demander de l'aide fait partie de nos droits assertifs et sûrement, outre le fait d'être utile à soi-même, rend heureuses les personnes qui nous entourent. Dans les droits assertifs, on trouve le droit à demander de l'aide tout en étant conscient que les autres peuvent l'offrir ou non. Être assertif, c'est défendre ses besoins en communiquant ce que l'on croit, pense ou nécessite de manière claire et ouverte. Et donc, voici 10 bonnes raisons de demander de l'aide, afin de mieux vous comprendre, mais aussi pour normaliser ce que vous vivez. Vous vous sentirez du coup moins seul. Vous pourrez ventiler, vous libérer ou vider votre sac, avoir un autre regard extérieur sur ce que vous vivez, ou aussi prévenir des situations difficiles, obtenir également de l'information sur un sujet, trouver des moyens de vous sentir mieux, en apprendre sur vos forces, vous permet également de vous remettre d'une épreuve difficile en vous sentant moins seul. Mais alors, pourquoi avons-nous des difficultés à demander de l'aide ? Eh bien, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent nous empêcher de tendre la main quand nous en avons besoin. Parmi eux, certains reviennent souvent. Analysons-les ensemble. Déjà, un des premiers grands facteurs qui regroupe notamment différents comportements, c'est le fait de ne pas savoir se remettre en question. Personne ne peut vraiment m'aider, en plus je n'ai pas mérité ce qui m'arrive, c'est toujours pareil. Si j'avais su, qui s'inquiète pour moi, si j'appelle pas, personne ne le fait. J'aide et quand j'ai besoin, personne n'est là. Quand je pense à tout ce que j'ai été. Toutes ces phrases citées vacillent entre l'illusion d'invisibilité, le syndrome de la victime, l'exclusion de responsabilité et rejeter la faute
sur l'autre. Alors, avoir le nez collé sur son problème, ça peut vous empêcher de voir les solutions qui s'offrent à vous. Mais regardons cela de plus près. Quand certains d'entre nous pensent aussi que leurs besoins sont évidents, il n'y a pas besoin d'en rajouter en demandant de l'aide. Ce travers est souvent mis en place par les personnes empathiques qui savent déceler les besoins des autres et qui pensent que tout le monde fonctionne pareil. Dans un monde humain où la pratique quotidienne de la télépathie serait très répandue, ça pourrait fonctionner. Mais jusqu'ici, ce n'est pas le cas et personne n'est dans notre tête. Ce que vous renvoyez comme message est tout simplement « Celui qui ne demande jamais rien n'a besoin de rien, donc vous n'avez besoin de rien ». Et c'est comme ça que tout se gâte. En pensant que ce sont les autres qui devraient vous offrir naturellement leur aide, car vous allez mal, vous transférez la responsabilité sur l'autre, souvent l'accusant de ne pas vous venir en aide, car il n'a pas su détecter, deviner votre besoin. Passons maintenant à un autre point dans le fait de ne pas savoir se remettre en question. Il y a aussi le rôle de la victime. Et oui, vous pouvez finir par jouer un rôle de victime en reportant la faute sur l'autre, en le blâmant pour vos problèmes et vos malheurs, et le risque dans tout ça serait de finir seul, sans plus personne pour vous écouter. Cependant, derrière cette stratégie, consciente ou non, il y a une série de facteurs, y compris la difficulté du questionnement. Il est plus facile de se mettre dans une position fragile que d'assumer les conséquences de ses actes et de mûrir avec ses échecs. Les personnes qui deviennent victimes ont souvent une faible estime de soi. Ils ne font pas confiance à leur potentiel, ils croient qu'ils ne sont pas capables de surmonter les obstacles de la vie et de gagner l'admiration des autres par leurs propres efforts. Et toujours dans le fait de ne pas savoir se remettre en question, il y a aussi un point crucial, le fait de rejeter la faute sur l'autre. En ce qui concerne le fait de rejeter la faute sur l'autre et sur les circonstances, c'est un moyen facile de ne pas assumer sa propre responsabilité et de se dérober face à ce qui arrive. C'est aussi la façon la plus efficace de perdre le contrôle de sa propre vie. Et comme dirait Georges Bernard Shaw, les gens rejettent toujours la faute sur les circonstances. Mais moi, je ne crois pas aux circonstances. Les gens qui réussissent dans ce monde sont ceux qui se lèvent et qui cherchent les circonstances qu'ils veulent. Et s'ils ne peuvent pas les trouver, alors ils le font. Beaucoup de gens ont besoin de rejeter la faute sur les autres ou sur les circonstances, car c'est en se victimisant qu'ils parviennent à justifier ce qui leur arrive. Ils n'ont alors besoin de rien faire, et il leur suffit simplement de se plaindre et d'attendre comme si cela était suffisant. Il n'est pas facile de vivre dans la certitude. Nous avons besoin de garder le contrôle et de savoir que d'une manière ou d'une autre, le problème finira par se résoudre. Ainsi, si la faute repose sur l'autre, alors la responsabilité de la résolution du problème aussi. Il faut apprendre à surmonter ce besoin de trouver les responsables. Vous pouvez commencer par tolérer l'incertitude ponctuelle de ne pas savoir qui est coupable avant d'avoir une perspective plus ample de la situation. Prendre votre temps, trouver un coupable ne solutionnera rien. Être objectif au moment de reconnaître une erreur, c'est une façon de s'améliorer et de se développer. Il n'y a aucune honte à commettre une erreur ou à échouer dans quelque chose. On ne grandit pas en esquivant les erreurs, mais en analysant les causes et en reconnaissant les faiblesses et les limites pour trouver une solution. Et comme dirait Thomas Harris, rejeter la faute de vos erreurs sur votre nature ne change pas la nature de vos erreurs. Ensuite, deuxième grand facteur qui nous empêche de demander de l'aide, celui de ne pas la mériter. Donc, si vous êtes dans cette situation, il se peut que votre estime de vous-même soit abîmée. Vous pouvez aussi vous cacher derrière le syndrome de l'imposteur. Il y a aussi un autre réflexe à prendre en compte, celui de minimiser le problème, d'attendre d'avoir épuisé toutes les situations ou d'être en grande détresse avant de parler de ce qui ne va pas. Comme rien n'est figé dans la vie, il serait bon de vous poser les bonnes questions, d'observer en vous-même ce qu'il se passe quand il s'agit d'accorder de l'importance à votre aide, à vos potentiels, tout en assumant totalement que vous en êtes à l'origine, sans transférer vos mérites à d'autres.
Voyons maintenant un des points dans le fait de ne pas mériter de l'aide, la faible estime de soi. Arnaud Desjardins a dit « Vous ne vivez pas, vous n'aimez pas, tant que vous ne vous aimez pas vous-même ». En effet, la personne peut se sous-estimer et omettre ses propres besoins, souvent en plaçant ceux des autres avant les siens. Le fait de s'accorder de la valeur en se jugeant de façon positive est la base du respect de soi. Nul n'est parfait. Si vous parvenez à vous écouter et à vous regarder avec bienveillance, alors vous réussirez à vous accorder de la valeur. Ainsi, vous réussirez à vous affirmer et vous positionner dans vos prises de décision. Vous vous accepterez tel que vous êtes, avec vos forces et vos limites, ce qui renforcera votre sentiment de dignité et permettra de faciliter vos relations avec les autres. Vous apprendrez donc à entrer en résilience en faisant de vos épreuves des apprentissages de la vie plutôt que des punitions. Et si vous restez dans ces carcans, vous risquez en plus d'alimenter le syndrome de l'imposteur. Et en parlant du syndrome de l'imposteur, toutes vos réussites, succès seraient donc une succession de coïncidences ou de chances, comme si vous ne méritiez pas ce que vous avez ou ce que vous avez accompli dans la vie. Peut-être que vous êtes une de ces personnes si exigeantes avec vous-même que votre liste d'exigences pour vous considérer comme une personne qui réussit est très élevée à tel point qu'il est presque impossible de les rencontrer un jour. Ôtez-vous ces doutes sur vos capacités, revoyez votre degré d'exigence, fêtez vos réussites, même les plus petites. Osez vous tromper car il n'y a pas d'échec. Juste des expériences, l'échec serait de ne jamais tenter. Ainsi, vous vous mettez moins la pression, vous serez à votre juste place dans l'acceptation de tous vos potentiels révélés ou en dormance. Passons au troisième grand facteur qui nous empêche de demander de l'aide, comme le fait que nous pouvons compter que sur nous-mêmes. Eh bien, voici une belle injonction que de ne compter que sur soi-même. Nous avons appris qu'il faut se méfier de l'autre, que le monde humain peut être une jungle dans laquelle on ne survit qu'en se débrouillant par soi-même, en se protégeant des autres. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, malgré ce qu'on peut parfois entendre, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, au contraire. Être capable de reconnaître qu'on a besoin des autres, ça demande beaucoup de courage. Même si vous êtes forte, vous avez le droit, vous aussi, d'être bien entouré pour faire face aux obstacles, non? Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener certaines personnes à penser qu'ils ne peuvent compter que sur soi-même, comme la crainte d'être redevable, de perdre le contrôle, l'orgueil ou l'arrogance. Voyons un peu plus près cela. Dans la peur d'être redevable, cela touche le fait que lorsqu'on nous donne quelque chose, il faudra un jour rendre l'appareil et certains choisissent l'indépendance totale. Ce sentiment est ancré profondément dès notre plus jeune âge, comme une dette consciente ou non, qui semblerait être contractée envers nos parents, puisque sans eux, nous ne serions pas là. Dans notre enfance, nous avons des obligations envers nos parents. Cependant, les parents donnent la vie et donner signifie mettre quelque chose en la possession de quelqu'un sans attendre de contrepartie. Ce sentiment de redevabilité peut faire écho suite aux drivers, aux injonctions reçues dans l'enfance et même plus tard dans la société. Comme « tu ne serais rien sans moi », mais j'ai tout fait pour toi. Je vous donne votre chance, ne me décevez pas. On se sacrifie pour tes études, tu sais, tu vas me le payer. Des phrases assassines qui sont autant de bonnes raisons pour se sentir redevable. Plusieurs comportements peuvent être adoptés comme compter que sur soi-même pour éviter les jugements, les réprimandes, le fait d'être dévalorisé. Ces personnes peuvent développer naturellement une position de sauveur, de protecteur, refusant d'être eux-mêmes accompagnés par quelqu'un qui jouerait le même rôle. Les dettes inconscientes nous poursuivent toute notre vie si nous ne parvenons pas à mettre en lumière d'où proviennent ces réflexes. Ce type de situation implique une séparation et la confrontation au risque de perdre l'amour de ceux que l'on va contrarier. Être adulte,
c'est dépasser l'obéissance aveugle et la soumission au détriment de notre bien-être pour acter et concrétiser ce qui fait véritablement sens pour soi. Il faut savoir parfois se montrer déloyal et passer outre sa culpabilité pour changer d'horizon. C'est très douloureux mais indispensable. Il ne s'agit ni de trahison ni d'ingratitude. Nicole Prieur. Passons maintenant à l'orgueil. L'orgueil est l'une des principales causes pour ne pas demander de l'aide. Il est très satisfaisant de faire quelque chose par soi-même, de se dépasser, de se valider. Néanmoins, c'est une arme à double tranchant. D'un côté, en raison de l'orgueil, certaines personnes peuvent accuser les autres de leur manque d'aide, en plus d'échouer dans cette tâche. D'un autre côté, le fait de surmonter un obstacle ou une tâche vise plus à démontrer aux autres ses capacités et la satisfaction personnelle d'avoir fait quelque chose. Une personne victime d'orgueil est quelqu'un qui s'aime beaucoup trop. Elle pense qu'elle vaut mieux que les autres en raison de ses qualités humaines, beauté, force, intelligence, ou ses accomplissements comme au travail, au sport ou dans l'art par exemple, ou encore par rapport à ses richesses, donc l'argent, le statut social, son patrimoine, etc. Et à déployer cette attitude déplorable, elles attirent à elles l'hostilité des autres. Parce que même si s'aimer est important, l'orgueil dépasse les limites et agace tout le monde avec son manque d'humilité. Pour faire simple, nous pouvons dire que quelqu'un est orgueilleux lorsqu'il se pense supérieur aux autres en raison de ses qualités, de ses accomplissements ou de ses richesses. Il existe différentes nuances qui peuvent être confondues avec l'orgueil, comme l'arrogance et les personnes confiantes. L'orgueilleux possède une raison à sa fierté démesurée, comme nous venons de le voir, ses qualités humaines, ses accomplissements, ses richesses, alors que l'arrogant se pense naturellement meilleur. En ce qui concerne les personnes confiantes, la première chose qui les distingue est leur amour d'eux-mêmes. Une personne confiante s'aime, mais avec modération, humble, elle ne se prend pas pour un demi-dieu et sait qu'elle a des défauts. Elle possède aussi un rapport aux autres différent. Le confiant reconnaît la valeur de ceux qui l'entourent et sait qu'il peut avoir besoin d'eux. Il n'hésite pas à demander de l'aide quand il rencontre des difficultés, à remercier chaleureusement ceux qui l'assistent et à vanter leurs mérites autour de lui. Quant à l'orgueilleux, il est en compétition constante avec les autres. Tandis que le confiant concourt contre lui-même, il cherche à faire de son mieux et à progresser. Il se juge avec honnêteté et lucidité. Alors, le confiant ne se croit pas supérieur aux autres, il sait qu'il excelle dans certains domaines, mais considère que sa valeur en tant que personne ne découle pas de ses compétences ou de ses accomplissements. Par exemple, il ne méprisera pas son voisin incapable de faire bouillir un œuf parce que lui, il est bon cuisinier. Le confiant, lui, se moque complètement d'impressionner les autres et n'a pas besoin de leur estime. Il sait aussi qu'il peut se tromper et ne prend pas les avis contraires comme des attaques personnelles. Et toujours dans le fait de ne compter que sur soi-même, il y a également cette perte de contrôle. Donc, si ce n'est pas moi qui le fais, alors je ne maîtrise pas la façon dont ce sera exécuté. En général, les personnes qui veulent tout maîtriser ne se contentent pas d'organiser leur quotidien. Elles veulent également contrôler leurs émotions, retenir des larmes, éviter les démonstrations affectives, voire même contrôler leurs désirs. Cela manifeste une forme de pudeur, mais aussi de l'inquiétude ou bien la peur d'être déçu ou jugé. Il existe d'autres raisons qui expliquent un tel comportement. Le self-control est une réaction de défense qui permet à la personne de lui donner la sensation d'agir sur les choses et non de les subir. Ce comportement, qui peut être excessif, les rassure. Cela peut sembler surprenant car ceux qui veulent tout contrôler ont tendance à cacher leurs émotions, mais leur comportement signifie souvent un besoin d'amour. Ce désir de tout vouloir bien faire cacherait la volonté de faire plaisir et de satisfaire son entourage. Un manque de confiance en soi peut aussi être à l'origine de cette perfectionniste
aiguë. La crainte de décevoir son entourage, de ne pas être à la hauteur, sont d'autres raisons qui expliquent une telle attitude. Les risques, à force de vouloir contrôler toute sa vie, peut avoir des conséquences fâcheuses. En effet, une personne habituée à tout maîtriser risque de perdre pied le jour où elle n'arrivera pas à obtenir ce qu'elle souhaite, ou bien quand un obstacle lui semblera insurmontable. C'est alors qu'une grande fatigue ou une dépression apparaîtront. Moins grave pour la santé et pourtant difficile à vivre, la solitude. En effet, l'entourage peut se lasser et éviter de fréquenter quelqu'un qui se montre trop maniaque du contrôle. D'ailleurs, une des raisons qui amène certains couples à divorcer est le perfectionnisme que veut imposer un des deux conjoints. Petite parenthèse, je vous conseille 2 livres. Foutez-vous la paix de Fabrice Midal. Se foutre la paix, c'est renoncer, c'est choisir d'être autrement, de déplacer le curseur de soi vers les autres, c'est donner la préférence à l'être et non pas au faire, c'est renoncer à l'action fébrile. Puis, je vous conseille également l'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Shahar, drôle, accessible, rassurant. C'est un petit traité pour se libérer d'un mal insidieux, le perfectionnisme. Se dépasser, faire toujours mieux, être plus efficace tous les jours, nous nous imposons des objectifs impossibles à atteindre et plus nos exigences de performance sont élevées, plus nous sommes sous pression, saisis par le doute, paralysés par la peur de l'échec, condamnés à la frustration permanente. Et dans son livre, Tal Ben-Shahar nous encourage à nous affranchir de la quête de l'impossible perfection. Et d'ailleurs, si vous êtes sous pression, je vous invite à aller voir le podcast sur la pression constante de l'humanité, comment trouver la paix intérieure. Passons maintenant au 4e grand facteur qui nous empêche de demander de l'aide, soit la peur de déranger. Crainte de déranger des personnes, c'est une crainte inconsciente de s'imposer. En disant « je ne veux pas déranger », vous vous faites tout petit, comme si vous craigniez de communiquer et donc de vous montrer au grand jour. Il faut rechercher dans votre passé ce qui a pu vous donner cette impression de déranger. Vous préférez sans doute savoir comment vont vos proches. Eh bien, c'est la même chose de leur côté. Si vous redoutez de déranger, rappelez-vous que l'autre est toujours libre de vous dire si ce n'est pas le bon moment ou si les outils lui manquent pour vous aider présentement. Vous pouvez aussi choisir de vous tourner vers une personne compétente si ça vous permet de vous confier sans craindre que ce soit trop lourd. C'est son travail d'être là pour vous. Après tout, beaucoup de personnes pensent que nous ne devons pas faire perdre le temps aux autres pour qu'ils nous aident ou nous écoutent, ou qu'ils auront d'autres choses à faire que de nous aider. C'est une croyance très populaire qui nous éloigne des autres et du fait de demander de l'aide. Une astuce consiste à se rappeler que recevoir un mail ou un appel ne changera pas dramatiquement le cours de la journée de la personne. Au pire, elle ne le lira pas, au mieux, elle vous répondra. Si quelqu'un veut vous dire non, il vous dira non. Ne vous dites pas qu'on vous aide pour vous faire plaisir. Si on vous aide, c'est qu'on veut bien le faire. Demander de l'aide, c'est un processus qui peut prendre du temps, car c'est plutôt rare qu'il existe une solution miracle qui fasse disparaître un problème du jour au lendemain. Faire face à une situation difficile, ça implique souvent des essais-erreurs. Chaque fois que vous allez chercher du soutien, vous faites un petit pas en avant, même si vous ne voyez pas immédiatement les changements. Évitez de vous mettre la pression et donnez-vous le temps. Rappelez-vous aussi que vous pouvez demander de l'aide autant de fois que vous le voulez, car tes rêves te demandent de risquer, de délaisser le confort, d'exister dans le monde, d'être différent, de déranger et de croire en toi. Maintenant, passons au dernier grand facteur, le fait d'être rejeté et qu'on nous dise non. Demander de l'aide, c'est se mettre à nu, dévoiler ses limites, ses faiblesses et nous placer directement sous le soleil de Moscou des jugements des autres. C'est aussi la crainte d'être en position de vulnérabilité, de se voir refuser notre demande. Toutes ces situations peuvent rappeler les expériences négatives vécues dans le passé et à généraliser celles-ci. La peur du non, du refus, du rejet est une peur tout ce qu'il y a de plus humaine, même si elle se fonde le plus souvent sur le fruit de notre imagination et non sur des éléments factuels. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais notre cerveau n'a qu'un seul but, nous maintenir en vie.
Face à un risque, à l'inconnu, il nous amène vers le risque zéro en déroulant un scénario catastrophe prohibant tout pas en avant. Or, le plus souvent, le danger auquel on s'expose n'est pas réel, notre survie n'est pas vraiment en jeu, la peur que l'on ressent est alors le fruit de notre imagination qui, à partir de nos expériences passées, de ce que l'on a pu entendre à droite à gauche, bâtit un scénario du pire et nourrit notre croyance qu'il y a danger à tenter quelque chose de nouveau. S'exposer à un non, à un échec, à un rejet, voilà autant de situations qui peuvent affecter profondément notre estime alors qu'une issue négative n'est même pas encore actée. Et quand bien même le coup près du non tomberait, en quoi cela devrait-il entacher la valeur que nous nous accordons? Nous avons eu le courage d'essayer et de tenter et c'est comme cela que l'on apprend, que l'on se développe. Une petite claque à l'ego, c'est sûr, mais au pire, ça marche. Rappelons-nous que l'échec est constructif dans le parcours de sa vie si on le vit comme une expérience apprenante. Pour pallier au scénario du pire que votre cerveau vous propose, mettez à distance cette terrible histoire. Vous pouvez écrire cette histoire, mais souvenez-vous que cela reste une supposition que votre mental vous propose. Pensez à cette image qui représente toutes les suppositions inépuisables qui sont envoyées par le mental, tel un hamster pratiquant son sport quotidien dans la roue infernale. En comparaison à l'hamster, c'est lui qui actionne cette roue infernale et choisit d'y entrer ou non. Il est tout à fait humain d'avoir un mouvement de recul face à l'inconnu, à la surprise ou tout ce qui nous fait peur. Accueillez donc cette histoire et remerciez-la de vouloir prendre soin de vous donner l'opportunité de réfléchir à la manière d'atteindre le succès dans ce que vous entreprenez de nouveau. Ce retournement de point de vue peut mettre un certain temps et il est dit qu'il faut 21 jours à notre cerveau pour prendre de nouvelles habitudes. Alors, savourez vos petites victoires sur vos futures balades mentales. Ensuite, toujours dans la peur d'être rejeté en demandant de l'aide, il y a la peur qu'on nous dise non. Maintenant, regardons de plus près cette peur du non. Notre peur du non est souvent dictée par notre besoin de plaire aux autres, de répondre à leurs attentes supposées, le regard que les autres vont porter sur nous si on ose sortir du chemin tracé nous inquiète. On pense alors qu'on prend le risque, en s'affirmant, de ne plus faire partie du groupe auquel on appartient. On croit également que la valeur que les autres nous accordent risque de diminuer. Et vous, savez-vous dire non? Même si vous n'avez nulle envie de faire ce que l'on vous demande, si c'est le cas, ça peut être une piste pour développer ce potentiel en dormance pour le moment. Apprenez vous-même à dire non et vous accepterez plus facilement le risque d'un refus. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque proposition qui vous est faite. Testez-le dans des situations à peu d'enjeux pour commencer. Vous verrez qu'un non n'engendre pas ce désamour que vous craignez tant. Passons maintenant à la peur d'être rejeté. L'expérience du rejet, quant à elle, est profondément douloureuse parce qu'elle atteint ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, notre identité et notre valeur. Si je ne suis pas choisie, c'est que je ne vaux pas grand-chose. Si je suis rejetée ainsi, c'est que je ne suis rien. C'est dur, non ? La personne avec la blessure du rejet se sent très souvent seule. Elle croit qu'elle doit subir des événements désagréables comme si elle n'avait pas le pouvoir et le droit d'y résister ou de s'y opposer. Elle ne se sent pas aimable, c'est donc souvent une personne qui a peu d'amis et de relations. On la définit souvent comme une personne solitaire. En conséquence, le propre d'une personne qui se sent rejetée est de savoir se rendre invisible. Il est important de faire la différence entre sentiment de rejet et celui de l'abandon. L'abandon, lui, consiste à s'éloigner pour autre chose ou quelqu'un car il n'est pas possible pour la personne de pouvoir donner suite. Elle ne peut tout simplement pas vous aider. En revanche, rejeter, c'est repousser, ne pas vouloir dans sa vie ou à ses côtés telle personne ou situation. La personne ne veut tout simplement pas de vous ou vous aider. La blessure du rejet provoque donc un sentiment d'être redevable en recevant de l'aide,
une angoisse et une anxiété constantes provoquant un mal-être, une tendance à camoufler ses propres besoins par peur de déranger, une difficulté à recevoir de l'amour et à entretenir des relations interpersonnelles saines. Cependant, il est un fait qu'effacer les souffrances vécues dans le passé est difficile, certains diront même impossible. Pour autant, il est possible de soulager ces souffrances pour leur permettre de cicatriser. Vous pouvez accepter la souffrance et vous autoriser à avoir de la peine. Pleurer peut parfois être perçu comme une faiblesse, or c'est un moyen de faire sortir ce qui nous blesse ou nous fait mal. Chaque larme sont les mots que votre corps a besoin d'exprimer. Donnez-vous aussi le droit d'être fâché. Être en colère est aussi une réaction normale. Cela ne signifie pas que nous devons tout casser autour de nous et blesser les autres à notre tour en nous vengeant. Simplement, reconnaître sa présence et l'exprimer. Vous n'avez pas de pouvoir sur ce que vous ressentez, mais sur ce que vous faites avec ce que vous ressentez. Acceptez la réalité que les gens qui rejettent les autres ont eux-mêmes des problèmes. Les gens en bonne santé, même quand ils ont un problème à résoudre avec le comportement de quelqu'un, ne s'abaissent pas à rejeter. Ne vous voilez pas la face, certaines vérités sont difficiles à accepter, mais une fois cette étape franchie, vous pourrez entamer le processus de guérison. Faites la liste des situations qui vous mettent mal à l'aise et des sentiments qui accompagnent votre mal-être. Et toujours dans le fait d'avoir peur d'être rejeté, il y a aussi ce sentiment de vulnérabilité. Et oui, l'idée que la vulnérabilité est une preuve de faiblesse est le mythe le plus répandu et le plus dangereux. D'après le professeur Brené Brown, auteur du best-seller Le pouvoir de la vulnérabilité, cette notion serait plutôt le berceau de l'amour, de l'empathie et du courage. Se protéger de la vulnérabilité peut engendrer certains mécanismes comme ressentir du mépris vis-à-vis de ceux qui masquent moins leurs sentiments ou émotions. Tendance à compter que sur soi-même, envers et contre tous, la peur, la gêne, le jugement, la critique transforment et prennent le dessus sur le courage et l'audace d'être vulnérable. La vulnérabilité est certes ni bonne ni mauvaise et n'est vécue comme une expérience légère et positive, cependant être vulnérable, c'est ressentir, donc croire que la vulnérabilité est une faiblesse, c'est croire que le sentiment est une faiblesse. Il est vrai qu'il est difficile de parler et de mettre à nu nos émotions, perçues comme négatives, la peur, la honte, le chagrin, la tristesse, la déception. Cependant, en acceptant cette part de vulnérabilité en soi, c'est avoir accès à une source inépuisable de courage, d'empathie, d'espoir, car vous êtes plus authentique et acceptez de ne pas toujours être au top ou d'aboutir seul face aux problèmes que vous rencontrez. La vulnérabilité est incertaine, c'est une prise de risque, d'ouverture émotionnelle, tout comme l'amour d'ailleurs. Beaucoup de personnes pensent que la vulnérabilité renvoie une opinion impopulaire. C'est aussi se défendre, demander de l'aide, dire non, trouver le courage de démarrer un grand projet. Tout cela ressemble-t-il à de la faiblesse ? Soutenir quelqu'un qui se débat dans ses problèmes est-il un signe de fragilité ? Accepter la responsabilité de quelque chose est-il le fait d'une personne faible ? Retrousser ses manches après un désastre est-il une preuve de faiblesse ? Non, la vulnérabilité a le goût de la vérité et l'odeur du courage. Cette mise à nu, quand nous sommes vulnérables, nous fait prendre le risque d'enlever notre masque tout en espérant que son vrai moi n'est pas décevant. Changez votre discours intérieur. Arrêtez de croire que vous n'avez aucune valeur, que vous êtes faible, que vous ne méritez pas d'être aimé. Apprenez à faire taire la voix dans votre tête qui vous dit que vous êtes méprisable, vulnérable. La façon dont vous vous parlez à vous-même influe grandement sur votre état d'esprit. Les autres ont le droit de ne pas être d'accord avec vous, d'exprimer des ressentis différents des vôtres et d'avoir leurs propres opinions. Ils ont le droit de vous rejeter, cependant, ce n'est pas de votre faute. Donnez une chance aux autres de vous connaître et de vous donner de l'affection. Ne laissez jamais la peur du rejet vous empêcher d'intégrer un cercle amical, d'entretenir une relation amoureuse car vous méritez d'être aimé et de tendre vers le bonheur.
Cessez de rejeter la faute sur vous-même, ce n'est pas toujours de votre faute si les autres vous rejettent. Pardonnez ce qui fait défaut chez vous, pardonnez ce que vous avez fait dans le passé, tirez des leçons de votre passé et avancez. Cessez de ressasser le passé, d'être submergé par les regrets. Au lieu de culpabiliser, dites-vous que le futur vous donnera l'occasion de vous améliorer. Laissez le perfectionnisme de côté et cessez de vous dévaloriser. À n'en pas douter, il s'agit aussi de prendre soin de soi en se donnant des autorisations et des permissions, celles d'avoir droit au bonheur, de goûter au plaisir de la vie. Et comme dirait Confucius, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Cela nous amène à une réflexion sur la manière de surmonter ces blocages. Premièrement, il faut apprendre à accepter le fait d'avoir besoin d'aide. Et oui, jouer à tout prix la carte de l'individualisme quand vous êtes coincé, c'est complètement insensé. À force de ramer seul face à une situation compliquée, vous pouvez facilement mettre en danger votre santé mentale, physique ou émotionnelle si vous ne parvenez pas à vous en sortir. Ainsi, accepter que vous ayez besoin d'aide est la première étape pour vous laisser épauler. Sans cet état d'esprit, vous peinerez toujours à aller chercher du soutien quand ce sera nécessaire. Si votre réticence à vous appuyer sur les autres est vraiment trop forte, pensez à votre bien-être et aux bénéfices que vous gagnerez sur ce plan en acceptant d'être aidé. Deuxièmement, il faut savoir déterminer si sa demande d'aide est vraiment raisonnable. Car si certaines personnes ont réellement besoin de soutien pour faire face à leurs difficultés, malheureusement, il y a aussi des individus toxiques qui se déchargent systématiquement sur les autres et abusent avec des requêtes démesurées. Le problème, c'est que la crainte d'être considéré comme l'un de ces profiteurs décourage ceux qui ont de vrais soucis à vouloir s'appuyer sur autrui. Ainsi, dès que vous hésitez à aller chercher de l'aide, déterminez si votre demande est raisonnable. Si vous êtes dans une mauvaise passe et n'arrivez pas à en sortir, c'est très certainement le cas. Alors agissez rapidement pour obtenir un coup de main. Troisièmement, il faut comprendre que l'altruisme et la solidarité existent chez les êtres humains. Lorsque nous demandons de l'aide, nous sous-estimons la probabilité qu'on puisse nous répondre favorablement, et parfois même au-delà de nos espérances. Si ce pessimisme vous bloque pour solliciter les autres, vous devez comprendre que l'altruisme est une valeur très forte chez l'être humain. En effet, rendre service est un acte gratifiant. Être appelé à la rescousse, c'est la preuve qu'on nous fait confiance, qu'on reconnaît nos qualités et qu'on est considéré comme utile. Il y a aussi une question de perception et d'estime de soi. L'image du bon samaritain qui donne généreusement un coup de pouce est beaucoup plus valorisant que celle de l'égoïste qui se fiche du bien-être d'autrui. Notre société est d'ailleurs construite sur l'entraide et la solidarité. Aide humanitaire, aide sociale, aide médicale, aide psychologique, aide juridictionnelle, aide à la création d'entreprises, etc. De nombreux services sont mis en place pour accompagner ceux qui en ont besoin. Et enfin, quatrième point, accepter la possibilité d'une réponse négative à sa demande d'aide. Même si les gens peuvent avoir du mal à dire non, demander de l'aide n'implique pas obligatoirement une réponse favorable. Suite à une sollicitation, chacun est libre d'agir comme il le souhaite et vous devez accepter le refus comme une possibilité. Si vous forcez la main, l'autre y mettra de la mauvaise volonté et aucun de vous ne sera gagnant. Ainsi, si cela arrive, inutile de réclamer des comptes, de vous vexer ou de vous braquer en décidant de ne plus rien demander à personne. Un tas de raisons qui n'ont strictement rien à voir avec vous peuvent expliquer un retour négatif. Par exemple, cela peut être par manque de temps ou de moyens tout simplement, ou le mieux est donc de passer votre chemin et de vous tourner vers quelqu'un d'autre. Et comme dirait Confucius, l'homme qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Chaque petit effort pour surmonter ces blocages est un pas vers plus de sérénité.
Quatrième partie, quand et à qui demander de l'aide? Alors, quand demander de l'aide, il n'y a pas de moment idéal. Vous pouvez commencer à demander de l'aide dès lors que vous sentez que la situation vous échappe ou que vous vous épuisez à tenter de gérer tout seul. C'est souvent le signal qu'il est temps de se tourner vers les autres. Ensuite, quelles questions se poser pour savoir à qui demander de l'aide? Eh bien, avant de solliciter de l'aide, il est utile de se poser quelques questions. Qui est la meilleure personne pour m'aider? Cette personne est-elle en mesure de répondre à ma demande? Et quel est son rapport avec moi et comment puis-je l'aborder de manière respectueuse? Et donc, à qui demander de l'aide? Eh bien, vous pouvez solliciter différentes personnes selon le type d'aide dont vous avez besoin. Il peut s'agir de vos proches, de collègues ou même de professionnels si nécessaire. Pensez aux numéros utiles ou aux associations qui existent pour répondre à des demandes spécifiques, comme les psychologues ou les aides juridictionnelles. Si vous vous sentez trop seul, vous avez aussi les associations comme SOS Amitié, qui est un service gratuit qui peut être joint au 09 72 39 40 50 24 heures sur 24, ou alors vous pouvez aussi vous rendre sur le site www.sos-amitié.org, ou alors si vous êtes vraiment dans une grande urgence et que vous voulez attenter à vos jours, eh bien il existe aussi l'association Suicide Amitié où il y a une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où vous avez aussi une écoute téléphonique au 01 45 39 40 00, et vous avez également un accès internet www.suicide-écoute.fr, ou alors si vous êtes vraiment en grande urgence, vous pouvez aussi appeler le 15 ou le 112, ou si vous êtes vraiment en grande détresse physique, vous pouvez également vous rendre au service d'urgence. Et comme dirait Barack Obama, il n'y a pas de honte à demander de l'aide, c'est un signe de force d'admettre que l'on a besoin des autres. Maintenant que vous avez identifié votre besoin et à qui vous allez demander de l'aide, voici quelques idées pour améliorer votre démarche. Soyez clair et précis. Une demande d'aide claire est toujours plus facile à comprendre. Évitez d'être vague, expliquez exactement ce que vous attendez et pourquoi. Soyez honnête et authentique, parlez avec sincérité, c'est montrer que vous êtes en confiance. Vous n'avez pas besoin de minimiser vos besoins ou de les exagérer, soyez juste honnête sur votre situation. Ensuite, proposez une solution ou une alternative. Parfois, demander de l'aide en suggérant une manière d'être aidé peut faciliter la tâche de la personne sollicitée. Cela montre que vous avez réfléchi à la situation. Ensuite, acceptez la réponse quelle qu'elle soit. Que la réponse soit positive ou négative, remerciez toujours la personne pour le temps et l'attention qu'elle vous a accordé. Car exprimer votre gratitude renforce la relation et montre que vous valorisez l'effort, peu importe le résultat. Et comme le dit le fameux proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et cela résume bien l'esprit de la demande d'aide. Et pour conclure, demander de l'aide est un acte courageux qui nous rappelle notre humanité. Cela nous ne diminue pas, mais nous grandit. En vous questionnant sur vos propres blocages et en cherchant à les dépasser, vous allez enrichir vos relations et créer des liens plus profonds avec les autres. Alors, à vous maintenant, quelles sont vos expériences autour de la demande d'aide? Quelles difficultés rencontrez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires, cela pourrait bien inspirer d'autres personnes. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast sur le monde des petits colibris. J'espère que cette réflexion vous aidera à mieux comprendre vos propres blocages et à oser demander de l'aide quand vous en avez besoin. Souvenez-vous, demander de l'aide, ce n'est pas faiblir, c'est grandir. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains épisodes et surtout de partager vos expériences et réflexions dans les commentaires. La communauté des petits colibris est là pour s'entraider et vos contributions peuvent vraiment faire la différence pour quelqu'un d'autre. À très bientôt pour un nouveau sujet inspirant. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse bien fort. Bye bye!